Bonjour à tous, j'ai pas le micro. Bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle session des Midi Minatech qui s'inscrit dans un cadre un petit peu particulier qui est l'anniversaire des 50 ans du Nobel de Louis Néel. Donc, ce sera Aurélien Masboeuf qui va faire l'introduction de cette session. Ceci dit, je voudrais vous annoncer le prochain Midi Minatech qui sera, donc à cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir Aurélie Cattel, maître de conférence à l'UGA du laboratoire PACT. Et elle va nous parler de l'interdisciplinarité et de la nanoélectronique durable dans le cadre du projet Need for IoT. Alors, ce projet, en fait, il participe à la fois l'UGA, l'INP, le CNRS et le CEA. Et l'idée est partie du besoin de se poser des questions sur l'impact qu'aura la raréfaction des matériaux et cet impact sur la nanoélectronique. Et l'idée est partie du fait que la nanoélectronique durable requiert d'établir des synergies entre approche scientifique et technologique et approche sociétale. Et donc ce projet réunit des chercheurs des sciences humaines, sociales et des sciences physiques. Et à travers donc des exemples de résultats de ces projets, ils vont nous faire toucher du doigt les résultats de cette analyse et les résultats de l'étude qualitative sociologique qu'ils ont menée. Alors, bon, je vous donne rendez-vous à la prochaine session, mais aujourd'hui, nous avons le plaisir donc d'avoir ce Midi Minatech dans le cadre des 50 ans du prix Nobel de Louis Néel. Et je donne la parole à Aurélien qui va vous présenter ce Midi Minatech qui est, j'espère, qui va vous intéresser. Merci beaucoup, Amal. C'est bon, ça passe? Ouais. Donc voilà, j'espère que les topos de ce matin vous ont un petit peu plus donné d'intro sur ce que fait Louis Néel et ce qu'a fait Louis Néel au magnétisme. L'idée maintenant, c'est de vous montrer que le magnétisme aussi, c'est pas seulement utile, ça peut être aussi beau. Et donc la façon qu'on a essayé de vous montrer ça, que ça serait beau, c'est quand on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Simon Carreau, qui est artiste de cirque. Mais c'est pas un artiste de cirque, c'est un circassien chercheur. Parce que pour développer cette approche de l'acrobatie comme il aime à l'appeler, je ne spoil pas, mais c'est de la gravité transformée, comme il l'appelle, eh ben, il a eu besoin de force. Et celle qui lui est venue le plus vite à l'œil, c'était la force magnétique. Donc je vais te laisser la parole, Simon. Je suis vraiment super heureux de t'accueillir ici. Et surtout, voilà, Simon devait venir avec toute sa compagnie, montrer tout ce qu'ils peuvent faire avec tous leurs ateliers, toutes leurs démonstrations, même tous leurs spectacles. Donc encore une fois, on se donne bien rendez-vous en 2022 pour profiter de tout ce qu'ils savent faire et nous éblouir comme il va le faire déjà un petit peu. Merci beaucoup, Simon, d'être là. Merci Aurélien. Tu as fait une belle introduction. Tu as dit plein de choses que j'espérais dire pour commencer. Donc effectivement, moi je suis très content d'être là. Je ne suis pas physicien, pas scientifique. Donc on peut se poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Donc je suis artiste de cirque et je dirige une compagnie de cirque contemporain qui s'appelle La Tournoyante. Et on travaille sur un projet qui s'appelle le projet MU. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. On va commencer tout de suite avec une petite vidéo pour vous mettre un peu dans le bain. Et comme ça, après, j'espère que vous comprendrez un peu pourquoi je suis là. Voilà, si on peut démarrer avec la vidéo. Le projet MU, c'est un projet modulable qui tourne autour d'une même idée, d'un même principe, qui est l'utilisation du magnétisme pour créer des situations de gravité transformées, donc pour mettre en jeu des corps d'acrobates.
développer tout un aspect scénographique, donc avec des plaques de métal, des systèmes magnétiques de différents ordres, des aimants puissants. Les espaces sont modulables, comme un jeu de Lego, et c'est ce qui fait qu'on est dans une démarche de création permanente. Ces 20 minutes qu'on propose, avec On ne s'étonne plus assez de marcher sur la Terre, c'est pour nous une forme de préfiguration sur le prochain projet long. Avec cette idée que le plan puisse démarrer de l'horizontale et monter jusqu'à la verticale et même se transformer en un grand plafond. Là, on est sur la découverte de tous ces possibles. Bien sûr, c'est du travail, bien sûr, c'est difficile, mais c'est des challenges que j'accepte avec un gros sourire parce que c'est intéressant, je bouge avec mon corps, j'utilise mon corps et je suis à l'écoute, pas que de moi, de tous les autres. Le fait de pouvoir montrer au public ce que tu as envie de dire et que tu trouves des fois pas les mots et avec ton corps, tu arrives à dire les trucs sans devoir les dire exactement avec les mots et c'est pour ça que c'est nécessaire de l'exprimer et montrer à un public. On n'a que notre corps, on a notre tête, notre esprit et être artiste, ça nous permet de vivre ça d'une façon que je trouve très, très honnête. Vous m'entendez, non? Oui, ok. Ok, voilà, donc un petit aperçu pour plonger tout de suite dans un petit peu le résultat de notre recherche. Et donc, je reprends un petit peu le point où j'en étais juste avant, c'est-à-dire pourquoi un circassien s'intéresserait à la physique finalement et au magnétisme en particulier. Le point de départ de la réflexion, c'est que nous, quand on est artiste de cirque, en fait, pour nous, la physique, c'est quelque chose de très concret. Simplement, on n'en a pas une connaissance comme vous, par contre on en a une expérience avec le corps, on travaille toujours avec des forces, on travaille notamment avec une qui est essentielle pour nous et sans laquelle le cirque n'existerait pas, qui est la gravité, mais d'autres forces aussi, les forces centrifuges, etc. Donc ça c'est des choses que nous on expérimente vraiment physiquement. C'est pour ça qu'il y a plein de confusion parfois sur les termes parce qu'on n'a pas du tout la même terminologie que vous, évidemment. Donc voilà, ça c'est notre point de départ et du coup la réflexion c'était de dire mais en fait est-ce qu'il existe d'autres forces, d'autres façons de faire cirque qui permettraient de faire cirque. Et puis vous le savez bien mieux que moi, les forces sont pas illimitées, il y a un nombre restreint de forces dans la nature, donc celles qui étaient accessibles pour nous, utilisables pour produire du sens et une matière circassienne, finalement on est très vite arrivé à cette question du magnétisme. Et voilà, donc là on s'est lancé dans une démarche de recherche, vraiment, c'est-à-dire qu'on est allé en premier lieu au CERN et on a pu rencontrer des physiciens, discuter avec eux, qui nous expliquent vraiment un petit peu les tenants et les aboutissants de ce que c'était que cette force-là. Très rapidement, on a aussi basculé sur des rencontres avec des ingénieurs, parce qu'on s'est rendu compte aussi que c'était ça qui était très intéressant pour nous, si on voulait aller plus loin, avec des médiateurs scientifiques, notamment d'Univers Sciences, du Palais de la Découverte, etc.
Voilà, avec cet objectif pour nous de créer du mouvement, c'est pour ça que ça s'appelle le projet MU. J'ai entendu beaucoup le terme MU, là aussi, attention. Nous, MU, c'est être mu, être bougé. Comment on peut être traversé par une force, en l'occurrence là, le magnétisme, pour être transformé dans notre état. Et donc pour amener, comme l'a dit du coup en spoilant Aurélien, des états de gravité transformés. Voilà, nous on part de ce constat que la Terre est pour nous physiquement comme un gros aimant, et comment avec des aimants on va pouvoir essayer d'aller dans des espaces un peu extraordinaires en essayant d'y vivre justement des choses assez quotidiennes, assez ordinaires. Je vais rentrer tout de suite dans une chose qui très concrète, qui est le dispositif. Puisque donc pour ça, pendant 2 ans, on a travaillé à la conception d'un dispositif scénique qui se compose de 3 éléments. Donc on a beaucoup plus de choses que ce que j'ai pu amener aujourd'hui. C'est vraiment un panel très restreint, mais au moins ça vous donne quand même un aperçu de le fait d'avoir des choses sous les yeux. Donc un élément essentiel, le premier, c'est ce que du coup nous on appelle nous les interfaces. Donc ce sont ces plaques métalliques, comme je le dis un peu dans la vidéo, qui sont vraiment comme un jeu de Lego, c'est-à-dire qu'on peut agencer ça de 1000 façons. On fait des murs, des plafonds, on peut faire des escaliers. C'est ça la particularité, c'est ce qui fait une des particularités du projet. Le deuxième élément, c'est donc évidemment les systèmes magnétiques, je dirais, puisqu'on en a de différents ordres. Là, je vous ai amené un petit panel de choses, pas tout évidemment. Donc, dans la catégorie des aimants permanents, des choses comme ça, qu'on appelle nous les souris, qui nous servent concrètement, notamment à figer des éléments de mobilier, comme les chaises, des tables, etc., puisqu'on travaille beaucoup sur des situations quotidiennes. Des aimants permanents encore plus puissants, qui servent notamment pour déplacer, donc voilà, là je vous montre quelques exemples. Donc vous voyez, c'est très artisanal, et avec des systèmes de roulettes, certains systèmes de crics, de leviers, etc. Là j'en ai un deuxième. Ils ont des petits noms mignons, le moulin à café, le buffalo, le dragster. Bref, voilà, et tout ça nous sert à chaque fois pour des situations particulières où on peut déplacer une chaise, une table, suspendre des gens. Ce qui m'amène donc pour le faire au troisième élément essentiel. Ah non, j'ai oublié dans les aimants, évidemment, on a aussi la famille des électroaimants. Donc on a conçu ça, vraiment, ça a été un des points poussés de notre travail de recherche et de conception. Ces poignées électromagnétiques qui sont très basiquement initialement des transformateurs de micro-ondes, et ensuite sur lesquels on est venu adapter voilà, des batteries, une batterie de type perceuse, etc., et un interrupteur. Et avec ça, évidemment, ça vous le savez, la caractéristique de l'électroalimentation, c'est qu'on peut couper, on peut choisir on ou off, et ça pour nous c'est extrêmement important dans les mouvements, et notamment pour amener vers une fluidité. Et du coup, le troisième élément, c'est évidemment ce qu'on appelle nous les éléments réactifs, qui peuvent être de 2 ordres, c'est-à-dire soit effectivement des objets, du mobilier comme ça peut être aussi des choses avec des lumières, enfin bon bref. C'est un petit monde quotidien qu'on essaye d'installer sur ces divers plans. Et puis, dans les éléments réactifs, la deuxième famille, ce qu'on appelle nous les éléments de combinaison. Donc là, je vous ai amené des chaussures, puisque c'est quand même ce qu'on utilise le plus, mais on a des plaques de genoux, des plaques de coude, des plaques de main, on a créé des casques qui permettent aussi d'être suspendus par la tête, avec la caractéristique, du coup, un casque c'est rond, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'aimants très très puissants, puisqu'on arrive au travers d'un plafond, par exemple, à suspendre un personnage par la tête, et à faire une sorte de culbuto, puisque du coup il est sur une surface arrondie, et en même temps, l'aimant étant lui-même sur roulette, il se déplace sur le plafond, donc je vous montrerai un peu plus de vidéos après. Voilà, donc en gros on a les 3 éléments, j'essaie d'aller vite pour pas me perdre, et avec ces 3 éléments-là, on arrive à créer des formes artistiques, et avec cette particularité, comme j'en ai parlé, de l'adaptabilité. Les formes artistiques du projet MU, donc pour l'instant le projet MU, il se décline sous 4 axes, qu'on appelle nous les formes longues.
Donc les formes longues, c'est des formes de spectacle, c'est des spectacles d'1 heure qui sont relativement classiques dans le schéma culturel, qu'on joue dans des théâtres ou en extérieur. À chaque fois, il y a aussi une version pour l'extérieur, pour tout. Des formes d'1 heure, et puis les formes courtes. Des formes courtes, alors là, c'est vraiment des petits modules qu'on peut déplacer et installer, qui font à peu près 10 minutes, et qui nous permettent notamment d'aller dans une logique de parcours. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, l'idée c'est vraiment, on reprend cette formule d'Hölderlin qui dit « habiter poétiquement le monde ». Et nous, c'est un petit peu ça notre idée, c'est que du coup, on change le regard, on change la perspective du spectateur, et ça, on essaye d'aller le faire dans son environnement, dans la rue, dans le monde. Donc, on est amené à aller dans des espaces naturels, à faire vivre des monuments historiques, à faire vivre des friches industrielles, etc., liés à des événements, donc les gens sont eux-mêmes circulent, et donc toutes nos diverses formes nous permettent de concocter, en fait, en lien avec les organisateurs, ces formules que nous on appelle parcours, où les gens se déplacent et sont emmenés justement à redécouvrir un espace. Voilà. Le troisième axe, j'en parle parce que c'est important, très important pour nous, le troisième axe du projet, c'est ce qu'on appelle les ateliers. Donc les ateliers, c'est vraiment que dès l'initiation du projet, avant même qu'on ait des formes artistiques à proposer, évidemment pour nous, ça peut s'apparenter du coup à de la médiation scientifique et culturelle, mais pour nous ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment un projet d'échange avec les publics, c'est-à-dire qu'on a commencé, avant même d'avoir des spectacles, à rencontrer des publics, à les faire tester, en fait, tester avec eux nos prototypes, et c'était à la fois donc, un aspect ludique et une forme de réflexion aussi pour eux sur le magnétisme. On a monté un atelier, en partenariat avec le réseau des CCSTI, un atelier magnétique qui a été monté, qui n'a pas du tout la dimension de l'expo magnétique de Hélène, mais qui va un peu dans cette logique-là. Et voilà, et donc on emmène les publics là-dedans, mais pour nous, c'est vraiment une question d'aller-retour, c'est-à-dire que les gens aussi nous apportent leurs réflexions, leurs idées, leurs envies, leurs imaginaires par rapport à ce qu'on propose. Et réellement, il y a des choses dans la création, dans les choses qu'on produit en termes de spectacle aujourd'hui, qui sont liées à des propositions, des retours que le public nous a fait, des publics très divers, des publics enfants, des publics d'handicapés, des publics de personnes âgées, des migrants, voilà, divers et variés. Donc ça, c'est le troisième axe. Et le quatrième axe, c'est la partie qu'on appelle laboratoire. Je le dis aussi dans la vidéo. Du coup, on est vraiment dans cette logique de création permanente. C'est-à-dire qu'on n'est pas... on ne vend pas ni un spectacle, ni même des spectacles. On est sans arrêt en train de chercher, que ce soit sur le plan justement technique ou sur le plan de la créativité, du mouvement, du travail avec les artistes au plateau, développer des nouveaux types de mouvements avec justement les nouveaux développements techniques qu'on a mis au point. Et puis la réflexion sur justement la façon dont on se présente au public, donc ces logiques de parcours, d'implantation, etc. Donc c'est tous ces chantiers-là qui sont ouverts et qui pour nous sont explorés en même temps, et on part un peu dans toutes les directions. Je voulais vous montrer plein d'images, mais en fait en parlant j'y arrive pas. Donc je vais passer quand même un petit peu. Voilà, là vous aurez quelques images. Donc du spectacle, du projet MU, j'en ai parlé, donc les petites formes, donc là vous avez aussi quelques images donc de ces logiques d'implantation, enfin là c'est un peu une présentation des petites formes en elles-mêmes. Voilà les ateliers, donc là vous avez aussi un petit peu de choses sur les situations. Bah tiens, je vais parler un petit peu de ça. On est venu donc nous la première fois dans le cadre, enfin on a été coproduit donc pour ce projet par l'Hexagone, et on est venu dans le cadre du salon Art Sciences Experimenta, et on a fait une représentation à la rampe, et on a fait aussi du coup des ateliers avec par exemple un lycée technique qui s'appelle le lycée Edison à Échirolles, et donc dans les formats des ateliers il y a ça aussi, c'est-à-dire que là on était là pendant une dizaine de jours, et tous les matins
matins, les étudiants, enfin les élèves construisaient des poignées électromagnétiques. L'après-midi, on jouait sur les structures pour aller vers une restitution avec eux. Et à la fin de ces 10 jours, on a fait la restitution avec le matériel qu'ils avaient eux-mêmes construit. Voilà. Donc il y a une côté aussi très très valorisant. C'est des choses qui fonctionnent vraiment très très bien parce qu'on surprend en fait les gens sur eux-mêmes, ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils peuvent produire. Voilà. Donc, où j'en suis au niveau du temps, je ne suis pas trop... non, ça va encore à peu près. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lancer, pendant que je parle, des images. Je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche, apparemment. Voilà. Donc comme ça, je continue de vous raconter un peu des choses, mais au moins, vous avez des visuels. Donc ça, c'est sur le spectacle long. On va laisser passer la présentation. Qui ne veut pas passer. Quelques images, donc, par exemple, sur ce dont je vous parlais à l'instant, donc des situations avec voilà, des marches au plafond, le casque. Donc on est dans un univers assez poétique, assez onirique. Faut comprendre que pour nous, la dramaturgie, du coup, elle est vraiment liée à cette notion de fluidité. Donc en fait, il y a les thématiques, comme par exemple sur le plan incliné. Donc on a travaillé sur ce petit plan incliné dans le spectacle, et ensuite c'est ça qui nous a donné l'envie de travailler sur un plan incliné plus grand. Puisque ce qui est intéressant, c'est de comprendre que du coup, on n'entend plus, les aimants nous permettent de créer des situations donc de gravité transformée, mais là-dedans, c'est précisément quand le corps des acrobates laisse réapparaître finalement la gravité réelle, que du coup on obtient des situations un petit peu magiques, comme par exemple de voir ces corps couler, ces corps passer. Voilà, et c'est ce qu'on utilise, c'est les moments justement de distension. Donc il y a tout un travail de fluidité. Très concrètement, et ça donc on va vous en faire une petite démonstration. Très concrètement, donc ça se passe en interaction avec les interfaces, c'est-à-dire qu'on a un manipulateur. Le manipulateur est situé en dessous, enfin dans ce cas précis, ou sur le côté ou au-dessus. Les tôles sont donc micro-perforées. Ce qui permet en fait l'interaction, puisque vu de face, là je ne sais pas ce que ça donne pour vous, mais normalement, mise en lumière, on ne voit pas forcément que la tôle est micro-perforée, on a l'impression d'une tôle pleine. Par contre, le manipulateur qui lui est en dessous, qui est de l'autre côté, lui, il a accès, il voit absolument tout de ce qui se passe, comme au travers d'un voile. Et donc, ensuite, l'enjeu, c'est un enjeu de coordination, de chorégraphie, entre les artistes et leurs déplacements et le manipulateur qui est dessous. Donc on vise une fluidité, la fluidité la plus grande possible. Donc il y a ce travail d'écoute et comme je le disais, qui est vraiment lié aussi au développement du matériel, puisque plus le matériel a des caractéristiques intéressantes, plus ça nous permet d'aller loin en fait et d'avoir de nouvelles propositions artistiques. Voilà, donc du coup, je voulais terminer, parce que je pense qu'il va falloir que je termine, sur un petit moment de démonstration qui va être vraiment très très soft, on va dire, par rapport à ce que vous pouvez voir. Donc c'est là que je vais demander... alors attendez. Hop. Ah oui, non, pardon. Une dernière chose que je voulais vous dire, c'était l'état actuel des choses, c'est-à-dire donc la première vidéo que vous avez vue, c'est une des dernières productions qu'on a faites, donc il y a un format de 20 minutes sur ce grand plan incliné, et qui fait qu'aujourd'hui on est dans la situation où on lance une nouvelle création longue, donc une création d'1 heure,
où on part de ce grand plan incliné, mais on va donc beaucoup plus loin. Projet qui s'appelle Collapsing Land. Donc le plan là sera déplacé par des systèmes de treuil. Donc ce sera un plan flottant qui va pouvoir passer donc de la verticale de l'horizontale jusqu'à la verticale et même donc devenir un plafond. Donc là on est sur cette création en ce moment. Voilà, c'était la dernière chose. Et du coup, je propose, puisque Aurélien s'est gentiment proposé de faire le cobaye, donc je vais le faire venir. Et puis, dans le même temps, je veux bien, en régie, s'il vous plaît, qu'on puisse basculer du coup sur des images justement de cette forme dont je viens de vous parler. Voilà, pour l'instant sans le son, comme ça, vous pouvez naviguer entre... Et observer concrètement, déjà pour Aurélien, comme cette chose-là peut être déjà sensible, et donc supposer, imaginer le travail physique et de coordination pour les artistes dans ce qui se passe, dans ce que vous voyez à l'image. Donc Aurélien, est-ce que tu veux bien venir t'installer ? Donc, évidemment, vous l'aurez compris, la gravité, pour autant, n'a pas disparu, même si on va essayer de travailler un tout petit peu dessus. Donc, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Ça demande un travail physique pour Aurélien, un travail de gainage. Et notamment, par exemple, dans les appuis, on va devoir créer une triangulation. Donc, Aurélien va venir se présenter. Il va se mettre pour l'instant debout avec les pieds avec cet écartement-là à peu près, et relativement, pour l'instant dans une gravité normale, je vais le coller et on va observer tout simplement qu'est-ce qui se passe si lui fait ce travail d'essayer de faire exister un plan différent. Voilà. On essaye ça ? On essaye ça. Allez, on y va. Comme ça, c'est bien ? Comme ça, c'est très bien. Donc, pour l'instant, il y a un pied, et maintenant, il y a 2 pieds. Voilà. D'habitude, les situations sont plus confortables pour manipuler, mais là, ici, c'est comme ça. Donc là, on a un écartement peut-être très proche, mais on va quand même faire un essai, puisque là, on est sur une inclinaison volontairement vraiment très faible. Non pas que je doute d'Aurélien, mais on va démarrer tranquillement. Donc l'idée, c'est vraiment là maintenant d'essayer pour toi de donner de l'appui vers moi, d'accepter en fait de basculer avec ton bassin et avec tes épaules jusqu'à avoir les 2 jambes complètement tendues, y compris celle du haut. Voilà. Ah, mais je vais me casser la gueule. OK. Et à partir d'ici, d'essayer de regarder devant toi. Voilà. Et à partir d'ici, d'essayer de fixer cette position en résistance. Ça tient, c'est sûr. J'ai l'impression que ça lâche. Alors, regarde ce qu'on va faire. On va revenir un petit peu, on va écarter un tout petit peu plus les pieds, parce que quand même, le challenge existe quand même là, dans cette situation. Écarte un tout petit peu. Alors, le pied du bas, tu peux le descendre un tout petit peu, voilà. Ok. Donc là, j'ai plus bien de toi, c'est ça. Là, c'est beaucoup plus simple. Ok. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah, c'est Et donc, effectivement, le bassin, c'est pas mal. Tends vraiment la jambe du haut. Voilà. Les épaules, c'est pas mal. On essaye de ne pas devenir un robot, un Playmobil. On est toujours mobile. Et surtout, on termine avec la tête. Tu vas pousser dans ma main en imaginant que la verticale est dans ma main. OK ? Ok. Ok, super. Pas trop en arrière. Voilà. Ok, super. Et maintenant, comme je t'ai dit, on garde la mobilité et simplement on va faire vraiment ce travail d'imaginaire, puisque ça va jusque-là. On va faire ce travail d'imaginer qu'il y a la mer. Et la mer, elle est comme ça. Et donc si tu suis un goéland qui passe, le goéland passe d'ici jusque-là. D'accord. Est-ce que tu vois la mer ? Ah ouais, là je la vois. Ouais, tu la vois ? Ok, super. Et bien maintenant, tu oublies la mer, tu restes dans cet état d'esprit, dans cet imaginaire-là, et maintenant tu regardes vraiment les gens qui sont là, mais ce sont eux qui sont penchés. Toi, ton espace, c'est ton espace propre. Voilà, tu es chez toi, tu es dans ton monde à toi, et ce sont toutes les autres personnes qui sont dans un espace très abstrait. Est-ce que tu arrives à te projeter un petit peu là-dedans ? Je peux être honnête. Là tu es en train de fatiguer. Là, C'est ça que tu veux me dire. exactement. Ok, alors reviens tranquillement. Ok. On va faire une dernière petite image avec ça.
où justement, je vais juste vous montrer vraiment très simplement, avec mon corps à moi, comment c'est justement le retour de la gravité réelle qui peut créer cet effet un peu magique. T'es prêt pour repartir sur une petite session courte? Allez, on y retourne. Ok, en fait, pas trop avec les épaules, voilà. Juste terminer là. Ouais, super. Ok. Et du coup, c'est moi qui, par exemple, à côté de lui, ou même si du coup je m'amuse à accentuer encore plus ces espaces, c'est moi qui vais être dans un espace un peu parallèle, un peu magique par rapport à lui. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair sur un plan aussi peu incliné, mais voilà. Mais du coup, nous, on joue avec cette corrélation, ces deux effets-là. Voilà Aurélien, merci, je te libère parce que je vois que malgré tout... J'allais prendre une bouteille d'eau. Ok. Ça va? Facile. Merci pour ce moment. Voilà. Merci. J'espère n'avoir pas trop débordé. Ça va? Ok. Éventuellement, si on a encore juste une minute, ce que je voudrais proposer, si à la régie on peut nous remettre du son pendant peut-être une minute, simplement pour pouvoir terminer là-dessus, puisque c'est quand même ça la chose qu'on a envie de donner au public le plus. Je reprends, parce que je pense qu'au niveau du temps, on est... Voilà, écoutez, j'ai cru comprendre qu'il fallait pas traîner et que pour les questions, je verrai pas ça avec vous. Donc en tout cas, si peut-être une dernière chose quand même que je peux dire, en plus de ce qu'Aurélien a dit, le fait qu'on revienne, donc on va venir pour présenter vraiment une forme spectacle, donc quand l'événement aura lieu en présentiel et tel qu'il était prévu. Et ce que j'ai envie de préciser, c'est juste qu'on travaille aussi avec Aurélien et plusieurs personnes qui sont présentes sur cet aspect de recherche, notamment du matériel, etc. Donc, je suis là aussi pour ça. Je lance cet appel en disant que nous cherchons des gens qui seraient intéressés pour initier une discussion, donc soit sur de l'optimisation d'un matériel déjà existant, soit de façon beaucoup plus large, sur une réflexion sur le corps mu par des systèmes magnétiques, par le magnétisme. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par cette chose-là, c'est vraiment une envie qu'on a d'aller plus loin avec ça. Voilà, merci beaucoup. Et donc, s'il y a le temps pour des petites questions, surtout il y en a quelques-unes qui vont sûrement émerger depuis l'Internet. D'ailleurs, il y en a une qui est celle de tout à l'heure, si je ne m'abuse. Non, ouais, je pense que c'est une question de tout à l'heure. À moins que tu veuilles commenter sur la valeur, quand est-ce qu'un champ magnétique est faible ou pas. Et que, absolument, voilà, absolument. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Est-ce qu'on va avoir des petites questions dans le chat? Amal, vas-y, je t'en prie.
Moi, j'en ai une parce que, comment dire, quand on les voit bouger, là, ce que vous nous avez montré, c'est vous qui suivez le mouvement. Enfin, il y a quelqu'un derrière la plaque qui suit le mouvement. Le manipulateur. Voilà, manipulateur. Et par moment, on ne voit pas leurs pieds complètement posés sur la plaque. Est-ce que, justement, il y a ce mélange entre la gravité naturelle et puis, l'effet de gravité et l'effet du magnétisme? Il y a ce mélange-là. En fait, c'est un travail d'appui. Comme je disais, sur cette recherche de la fluidité, en fait, c'est un travail de passage d'appui. Ça veut dire concrètement qu'à un moment donné, on est, donc pour un personnage qui va être dans le plan, ce que nous on appelle dans le plan, c'est maintenu par un aimant. Et on va faire un jeu de relais, notamment par exemple avec une chaise qui elle-même viendra d'arriver et aura été figée. À un moment donné, l'appui va se transmettre à la main, ce qui va permettre de rester dans ce plan-là, mais en relâchant l'appui du pied. Et ensuite, on va pouvoir venir jusque-là, prendre un nouveau relais avec le pied, par exemple, et ensuite prendre le relais éventuellement même sur une personne qui serait un autre acrobate qui lui-même serait figé. Donc en fait, c'est un passage d'un appui à l'autre qui peut être de différents ordres. Et nous, notre travail, c'est de la conscientisation de ces transferts d'appui, de ces différents appuis-là pour gagner de la fluidité dans le mouvement. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Il y en a une nouvelle. Oui. Alors, je vais la lire. D'accord? Très bien. Quelle est la valeur des champs magnétiques créés en Tesla? Y a-t-il un danger pour le corps humain de baigner pendant un temps assez long dans ces champs intenses? Donc, effectivement, est-ce que c'est une question qui s'est posée pour vous de l'impact de ces champs magnétiques? C'est une question qui s'est posée pour nous. C'est la première qu'on s'est posée et à laquelle je ne peux pas répondre de façon très scientifique moi-même. Donc, par exemple, sur les valeurs Tesla, etc. Mais par contre, c'est des choses qu'on a discutées avec les physiciens concrètement du CERN qui nous ont dit non, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve que le champ magnétique, en l'occurrence de ce type d'aimant, donc si j'ai bien compris, sur des ondes qui sont des ondes stables, n'aurait pas d'interaction sur le corps. Et donc ils nous ont pris concrètement cet exemple-là en nous disant, si on prend un bébé et qu'on le met devant un aimant énorme de 10 ou 15 Tesla, ça n'aura aucun impact sur lui. D'accord. Si vous voulez, juste pour aller un petit peu loin dans la question, voilà, on va remercier un petit clin d'œil à Julien Bobrov, quand même, qui nous a traduit cette application Fifox. Donc là, je ne sais pas si ça va marcher, mais en gros, voilà, mon téléphone, là, qui a des capteurs magnétiques de partout, là, il est en train de mesurer à peu près le champ magnétique terrestre, qui est de l'ordre de 50 microtesla. Et puis, si j'allume... Là, je suis un petit peu loin, donc tu vois, à une distance de 50 cm, je n'ai qu'une centaine de microtesla. Et si je me rapproche, là, ça monte, 200, voilà. Alors, je ne vais pas aller trop loin pour pas... voilà, j'arrive au millitesla, là, voilà. Et donc, je vais abîmer le téléphone, d'ailleurs, voilà, c'est bon, il va falloir le redémarrer, parce qu'il reste bloqué à un millitesla. Mais voilà, c'est à peu près la gamme des champs. Donc, dès qu'on va se rapprocher, bien sûr, on va arriver sur des... on va pouvoir être pas loin de plusieurs Tesla à la surface même, mais dès qu'on s'éloigne un tout petit peu, bien sûr, ça décroît très très vite. Mais voilà pour avoir l'ordre de grandeur. Par contre, il ne faut pas avoir de pacemaker. Non, absolument. Surtout, voilà, si on utilise par exemple ces aimants-là, qui sont vraiment les plus puissants qu'on a. Nous, c'est vrai qu'on parle pas comme on n'est pas des physiciens et des scientifiques, on parle pas trop en Tesla. On parle de puissance d'aimantation par rapport au poids. Donc ça, on sait que c'est des aimants qui peuvent porter jusqu'à 3 tonnes, un peu plus même, 3 tonnes 2. Donc voilà, nous, on s'intéresse à la partie technique finalement qui nous intéresse. Et pour les poignées, pour donner un ordre d'idée, du coup toujours pas très scientifique, mais une poignée comme ça, elle porte en moyenne 200, voire un peu plus, entre 200 et 250 à l'arrachement, et plutôt entre 100 et 150 au cisaillement. Voilà, puis il y a ce facteur-là aussi évidemment qui rentre en compte. Alors, moi, j'ai encore une question. Ou alors on prend celle du chat, Amal, t'as dit ? Est-ce qu'il y en a sur le chat ? Il y en a une nouvelle, vas-y. C'est une nouvelle ? Oui. Est-ce que les champs magnétiques ont déjà été utilisés pour des effets spéciaux au cinéma ou par les magiciens ? Si oui, certainement. Quand est-ce que cela a été fait pour la première fois ?
C'est une grande question parce qu'effectivement, oui, c'est une certitude. Les aimants sont utilisés de façon très fréquente et notamment effectivement par les magiciens. Mais la question de quand est-ce que c'est arrivé pour la première fois, ça c'est vraiment très difficile parce qu'on a des mythes, j'ai presque envie de dire, qui remontent à l'Égypte ancienne et dont certains scientifiques, c'est des interprétations forcément, pensent que en fait, certaines personnes se faisaient déjà à ce moment-là passer justement pour des magiciens, se faisaient prêter des pouvoirs voilà, pour impressionner, pour obtenir du pouvoir justement, en utilisant en fait certainement déjà des aimants. Donc jusqu'à quand ça remonte? Apparemment, ça remonte depuis un peu la nuit des temps. Vas-y. Oui. Non, vas-y, Amal, il n'y a pas de nouvelles questions. Il n'y a pas de questions nouvelles. Tu peux faire la tienne. Ouais. Moi, bah si, il y en a qui arrivent. Alors, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Là, hein. Est-ce que les chants... Non, oui, voilà. Avec votre compagnie, participez-vous à la fête de la science? Cela pourrait être une magnifique introduction à la physique du magnétisme. On expérimente. Voilà, oui, c'est ce qu'on fait pour l'instant depuis que le projet existe, tous les ans. Le moment de la fête de la science est évidemment un moment important pour nous et on va dans différents lieux, CCSTI ou là dans le cadre d'Experimenta, ou enfin voilà. Et effectivement, c'est très souvent en lien avec, comme je le disais, une partie de médiation scientifique un peu plus poussée sur le magnétisme. Donc oui, on l'utilise vraiment et c'est beaucoup pour ça qu'on nous fait venir, parce qu'effectivement, ça permet d'avoir une introduction et un rapport ludique avec ces notions-là. Et pour juste compléter, voilà, la suite de l'événement qui aura donc lieu en 2022, normalement devrait être couplé à la fête de la science 2022, qui sera pour l'occasion sûrement coloré magnétisme. Donc, voilà. Super. Rendez-vous est pris. Donc, alors, merci pour cette intéressante présentation. Merci. Vous montrez à un moment une des personnes ayant les pieds au plafond. Oui. Donc, complètement renversée avec la tête à l'envers. Non, la tête en bas. Vous en avez peut-être parlé, et je vais sans doute vous faire répéter, mais avez-vous pensé à des déplacements au plafond plus complexes, comme jouer une scène entière comme celle du plan incliné, mais au plafond? Est-ce que le matériel mis à disposition permet de réaliser cela? Évidemment, on y pense, on s'approche doucement de ça, c'est-à-dire, j'ai pu montrer sur un extrait de la vidéo, ce sont des choses évidemment un peu plus simples que ce qu'on fait sur le plan incliné, mais évidemment, c'est ce qu'on souhaite faire. Pour ça, il y a quand même deux choses. C'est effectivement le facteur sécurité, là je parle de sécurité pour les artistes, et donc c'est bien pour ça qu'on continue de mener des ateliers et de la recherche sur nos dispositifs magnétiques eux-mêmes, et notamment donc, ces fameuses poignées. On aurait besoin en fait d'un peu plus de marge de sécurité pour pouvoir aller plus loin. Et puis la deuxième chose, c'est ce dont j'ai parlé un petit peu sur la fluidité du mouvement. Il faut comprendre que quand on est suspendu au plafond par les pieds, par exemple, ou par la tête, puisqu'on fait aussi ça, mais donc par les pieds, c'est la gravité continue d'exister. Donc par exemple, le simple fait de devoir faire un pas en avant devient extrêmement difficile, parce que on lève le pied, mais en fait, comment on fait pour aller reposer le pied jusqu'au sol? C'est déjà ça très difficile. Donc ce qu'on fait aussi pour justement pouvoir créer des déplacements un peu plus grands, c'est utiliser un troisième point, et on utilise souvent la canne. Donc du coup, à partir du moment où on rajoute un troisième appui, effectivement, là on peut arriver vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Mais donc voilà, on travaille à ça, effectivement, à améliorer les systèmes magnétiques et à améliorer surtout nos capacités de coordination. Comme je le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir prendre un appui, même si on n'a pas de canne, par exemple, de remplacer ces appuis-là par des appuis sur la chaise qui peut être aussi collé au plafond, par des appuis sur un autre individu qui, lui, à ce moment-là, ne serait pas fixe, serait fixe, justement. Oui, évidemment, mais ça demande donc encore plus de précision. Nous, le travail de chorégraphie, d'écriture du mouvement, il nécessite une précision très importante, et plus on améliore les systèmes techniques, plus on peut s'en libérer un petit peu. Voilà. Alors, une petite question. Voilà, c'est une BD
qui s'appelle L'enfant penché de Schulten et Peters. Alors, je vais la lire, la question, pour que tout le monde l'entende. Alors, merci pour cette conférence très intéressante. Cela me fait penser à L'enfant penché, BD de Schulten et Peters, dans laquelle une jeune fille vit dans le monde réel, mais selon le champ de gravité d'une planète parallèle à la nôtre. Connaissez-vous? Absolument. Je connais et ça me fait très plaisir que ça puisse être mis en référence, en relation avec ce qu'on fait, parce qu'effectivement, moi, c'est un univers qui me parle beaucoup et voilà. Et en plus, effectivement, il y a cette notion donc de faire dans l'imaginaire cohabiter deux espaces, deux mondes, en fait. Et ça, moi, je trouve ça très intéressant. Quand je parlais tout à l'heure du fait que nous, c'est un questionnement global sur la gravité aussi, je pense notamment à quand on est enfant et qu'on se pose la question, mais comment, en fait, de l'autre côté de la planète, les gens qui vivent de l'autre côté de la planète, ils sont au même moment que nous en train de marcher, ce qui est vrai. Ils sont en train de marcher exactement dans la position opposée. Donc finalement, pour nous, utiliser aussi ces systèmes, un petit peu comme dans la BD de Schwitters, c'est finalement mettre en présence, tiens, peut-être qu'en ce moment, tel qu'était Aurélien tout à l'heure, il y a des gens qui sont, je dis n'importe quoi parce que je n'ai pas fait les calculs de latitude, etc., mais au Bangladesh, il y a peut-être des gens qui sont exactement comme ça par rapport à nous. Et donc mettre ça en présence, c'est finalement assez intéressant, je trouve. Très bien. Alors, je ne sais pas, il y a encore une question. Merci Simon pour cette présentation, merveilleux. À tous pour votre participation. Oui, merveilleux. Merci à tous pour votre participation. Bonne continuation à l'événement des 50 ans du Nobel de Louis Néel, avec un super programme pour cet après-midi. Rendez-vous vendredi prochain pour le Midi Ménathèque consacré au projet Need for IoT, interdisciplinarité et nanoélectronique durable. Bonne semaine à tous. C'était plutôt un commentaire et vraiment, merci beaucoup pour votre présentation. C'était un merveilleux soleil. Merci, et j'espère que les conditions sanitaires vont vous permettre de vous exprimer encore plus. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Eh bien, je m'associe à Amal pour ces grands remerciements. Et donc, on reprend, nous, pour ces journées Néel, à 14h30 pile. Donc voilà, avec on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le caractère enseignant. Et donc, on va aller explorer l'université avec Louis Néel. Donc, c'est 14h30. Ne manquez pas. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup.